Jeune recrue du conclave, je suis votre nouvel instructeur, le Major Bourpif. Aujourd'hui, on va s'exercer aux stratégies de bataille navale que vous serez amené à faire sur des planètes océaniques. Et pour ce faire, on va se servir d'un simulateur dernier cri, qui est aussi notre partenaire du jour, World of Warship. Voici le topo. Ce simulateur de bataille navale ultra réaliste va vous permettre de commander 500 navires terriens regroupant des cuirassés, des destroyers, des porte-avions et même des sous-marins. Tout ça sur des cartes de combat superbes avec une météo dynamique pour travailler votre capacité d'adaptation. C'est un jeu de stratégie avec lequel vous pouvez jouer entre camarades, et attention parce qu'il est très immersif, donc vous risquez d'en prendre plein les mirettes. Le Conclave remercie World of Warship de sponsoriser la formation du jour. Et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger le jeu pour gagner un starter pack exclusif comprenant 2 millions de crédits, 7 jours de compte premium, un bateau de classe 4 et 6 points de commandement. Soit l'équivalent de 25 €, et ça vous évitera de commencer à poil. Et n'oubliez pas, le Conclave veille. Rompez. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Aujourd'hui, nous allons voyager sur le continent asiatique, pour parler de plusieurs armes venant d'un pays qui n'a pas son pareil pour nous créer des trucs what the fuck, l'Inde. L'Inde est un pays qui me fascine. Il a une histoire passionnante, une mythologie extrêmement complexe mais fascinante, et... leur film quoi, tout simplement. Bollywood, c'est un délire, mais qu'est-ce que c'est bon! J'aimerais peut-être faire une analyse spéciale des combats dans les films de Bollywood. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Bref, les Indiens, ils sont très forts pour faire des trucs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et leurs armes blanches en font partie. Alors les plus assidus d'entre vous auront peut-être remarqué que j'ai déjà parlé de quelques armes indiennes en format short, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreux à ne pas être intéressés par ce format, et d'ailleurs je comprends parce que de toute façon je vais arrêter. Donc je trouvais ça dommage de vous en priver, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout être la même chose et présenté de la même manière, forcément. Alors, les Bagnac, c'est un délire quand même. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les griffes de Wolverine, donc je vais passer assez vite dessus, et faut dire qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. On ne sait pas vraiment quand cette arme est apparue. Mais elle était beaucoup utilisée par différentes communautés indiennes comme arme secondaire ou arme secrète pour des assassinats. Il n'est pas exclu aussi que son utilisation se reproche de ce qui a pu être fait au Japon, notamment avec les shinobi pour escalader plus facilement certaines murailles. Elle a aussi été utilisée dans le cadre d'un art martial appelé le Nakika Kusti, une forme de lutte, que vous imaginez bien, extrêmement violent. Et les lutteurs combattent parfois jusqu'à tomber inconscients suite à la perte importante de sang. C'est en tout cas ce que nous décrit l'explorateur et écrivain français Louis Rousselet. Ça serait stylé au JO, plus spectaculaire que la lutte gréco-romaine à mon avis. Arrête, tu vas trigger la commu de lutteurs. Oh mais c'est une blague. Et contrairement à ce que l'on peut parfois voir, elle se portait surtout à l'intérieur de la main pour mettre des grosses baffes bien vénères là. Mais il y a quand même certains modèles qui pouvaient s'apparenter à des poings américains. Mais du coup, je ne sais pas si c'est tout à fait la même arme. J'ai pas bien réussi à trouver si on les distinguait ou pas. Et si jamais vous trouvez qu'avoir des griffes dans la paume de la main ce n'est pas assez cool, il y a même des modèles avec des lames en plus, comme si cela ne suffisait pas. Bref, une arme qui déchire quoi. Exactement. Bon, là on va certainement parler de l'une des armes indiennes les plus connues, le Katar. Rien à voir avec le pays. C'est tout simplement une dague se portant comme le prolongement du poing et permettant de mettre de sacrés coups d'estoc à son adversaire, même si je pense qu'au vu des dimensions de la lame, des coups de taille sont également possibles. C'est en quelque sorte une épée élite de Halo, mais en plus court, et pas énergétique. En fait, c'est pas du tout comme une arme élite dans Halo. C'est une arme secondaire évidemment qui peut avoir cette forme simple, mais aussi avoir plusieurs lames comme Voldo dans Soul Calibur, mais le plus impressionnant et le plus fun reste évidemment les Gun Katar, qui sont tout simplement des Katars avec des canons de pistolet dessus. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Par contre, je sais pas si c'est de la déco ou si c'est vraiment fonctionnel ce bazar. Mais de toute façon, on en reparlera des Gunblade un peu bizarres. En tout cas, ils adorent ce genre de concept, les Indiens, mais ils vont le pousser encore plus à l'extrême avec l'une des prochaines armes que je vais vous présenter. Mais ça ne sera pas la suivante. Pas facile le rire démoniaque. Bon, là on va parler d'une hache un petit peu chelou,
la hache Bulova. Alors en vrai, je ne savais pas du tout que ça existait jusqu'au Alive Event qu'on a fait avec Chikenito en juin 2023. Du coup, en fait, je vous propose de vous remettre l'extrait, parce que mon avis a pas bien changé depuis, et ça me permet de faire une petite pub pour la chaîne Twitch Entrée en Lise, qui est principalement animée par Chikenito. Voilà, lâchez quelques petits follow, ça nous ferait vraiment plaisir. Ouais, c'est une moustache. C'est une hache moustache. C'est une moustache quoi, une moustache. Ah putain. Une moustache, ah ouais, incroyable. Ouais, juste pour le jeu de mots, c'est placé dans la moustache. Ah la vache! C'est une moustache. Une moustache! Énorme, putain. Non mais ça c'est de la merde. Enfin, alors en vrai, argumentons. L'intérêt d'une hache, c'est que ce soit convexe. Parce que le fait que le fendoir soit convexe permet de couper, ok? Là, cette hache, elle fait exactement ce que tu veux pas qu'une hache fasse. C'est-à-dire que le tranchant, là, il fuit. Tu vois. Donc t'as un point qui va toucher, et derrière, la moustache, elle part. Bon, ceci dit, tu te prends un coup sur la gueule, je pense que t'es marron. Et elle devait avoir cette forme pour un but bien précis, mais je vous avoue que j'ai pas trop trouvé. À part peut-être pour du cérémoniel, tout simplement. Bon, après, les Indiens et la moustache, c'est une grande histoire d'amour, donc je peux pas vraiment leur en vouloir. Bon alors là, on est quand même sur une arme un peu stylée. La Dandapata, ou plus simplement l'épée gantelée, est une épée courte à double tranchant dont la poignée est un gantelet. D'où le nom d'ailleurs, je vois que vous suivez au fond. Et elle était a priori utilisée entre le 15e et le 18e siècle en Inde. La prise en main se fait donc comme avec le katar. On a soit la main totalement enveloppée et protégée, ce qui est quand même assez pratique, soit à moitié. Mais ça reste pas mal quand même pour la protection. Dans tous les cas, des attaches en cuir permettent à l'ensemble d'être bien fixé au bras, et vaut mieux parce que si tu te prends un énorme coup sur la lame, vaut mieux que ce soit bien attaché, sinon t'as vite fait de te péter un truc. Après globalement ça reste une arme de merde. Ah oui, j'ai essayé, je m'en suis fabriqué un, voilà. J'espère que vous appréciez l'œuvre. Bordel que c'est moche. Demande-moi quand tu veux que je te fabrique des trucs. Alors certes, l'avant-bras est super bien protégé, pas de souci là-dessus, mais on est extrêmement limité dans les mouvements et la plupart des trucs, même assez basiques, qu'on peut faire avec une épée qu'on tient à la main, eh bien c'est impossible avec cette arme. Bref, une arme extrêmement difficile à manier, et pour un gain pas énorme quoi. Après, c'était dans de nombreux cas une arme d'apparat, en témoigne le nombre de modèles ultra ouvragés que l'on peut trouver comme celui-ci au musée de l'armée. Et elle servait notamment à démontrer les qualités techniques et martiales du seigneur qui l'a possédée. Et j'imagine qu'à l'image de notre arme suivante, on l'utilise justement beaucoup pour les démonstrations techniques. Parlons d'une autre arme ultra chelou originaire des régions indiennes, l'Urumi, aussi appelée Ahara, qui est tout bonnement une épée fouet. Alors non, ça ne ressemble pas à l'épée fouet de Ivy dans Soul Calibur, et oui, un jour, on en parlera de cette arme. En fait, cette arme, c'est une épée avec une lame en acier ultra flexible. Très casse-gueule à manier, cette arme est originaire des régions de l'actuel état indien Kerala. C'est selon moi l'épée la plus bizarre qui existe. Et c'est bien une des seules qu'on n'utilise absolument pas comme une épée, mais comme un fouet du coup, sans déconner, mais surtout comme un fléau. Et comme un fléau, si tu ne maîtrises pas ton sujet, tu as une chance sur deux de te la mettre en pleine courge. La poignée est généralement en laiton ou en fer, et la lame doit avoir la longueur de l'envergure du porteur. On l'utilise soit accompagné d'un bouclier, soit avec une deuxième, histoire de rendre ça simple. C'est une arme extrêmement populaire, notamment au Sri Lanka. Et d'ailleurs, histoire de rendre les choses bien plus pratiques, ils en utilisent avec des modèles ayant plusieurs lames sur l'arme. Parce que oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon alors je ne pense pas que cette arme ait servi à la guerre parce qu'à aucun moment ça s'utilise sur un champ de bataille. En revanche, je pense que si on la maîtrise bien, c'est une excellente arme d'autodéfense. Que déjà, vu que la lame est pliable, elle est facile à ranger, tu peux la porter à la ceinture. Et si on est attaqué par plusieurs brigands, je pense qu'on peut facilement les tenir en respect en faisant des mouvements amples autour de soi avec l'arme. Un peu à l'image d'une montante ou d'une arme d'ast. Ce qui va créer une sorte de bouclier autour de nous que personne n'osera franchir en premier.
Et étant donné que c'est une arme assez légère, et ben je pense que c'est même moins fatigant. Faut juste pas se rater dans tes gestes. En tout cas, même aujourd'hui, c'est encore une arme très utilisée en Inde, notamment dans la pratique du Kalaripayat. Et pour vous dire à quel point elle est complexe à utiliser, c'est la toute dernière arme que l'on apprend à manipuler dans cet art. Bon, pour cette 6e et dernière partie, je triche un peu parce qu'il y a en fait 2 épées que je vais vous présenter, que leur présentation est finalement assez rapide et elles se ressemblent un petit peu. On a déjà la Nagadao, ou le Nagadao d'ailleurs, je ne sais pas. Et si vous vous y connaissez en culture martiale chinoise, vous savez que Dao est le terme couramment utilisé pour évoquer les lames chinoises. Et ce n'est donc pas étonnant de retrouver ce terme pour une lame venant de Nagaland, l'une des régions d'Inde les plus au nord-est du pays, donc frontalier à la Chine. Attends, ça veut dire qu'Etienne Dao est une lame chinoise? Et c'est une sorte de pelle à tarte tranchante servant à la fois d'épée, de machette, de pelle et autres outils agricoles. Une sorte de couteau suisse, mais indien. Couteau indien. Et c'est un objet encore utilisé aujourd'hui pour justement des tâches agricoles, mais évidemment plus à la guerre. Bon après, 2 paysans indiens qui ont un petit contentieux, c'est pas exclu qu'un coup puisse partir. Et ensuite, nous avons le Ramdao, qui ressemble de fou à la Ngombe Ngulu africaine. Et pour cause, c'est une arme qui a exactement le même objectif, les exécutions cérémonielles. Et donc, pour trancher une tête facilement, il faut une lame bien large avec tout le poids vers l'avant pour que la coupe soit la plus efficace possible. D'où sa forme un peu chelou. Puis en plus c'est pratique, ça laisse de la place pour décorer la lame. Autant avoir un bel outil pour faire des rituels sympas. Bon a priori c'était pas utilisé pour découper les têtes des gens, mais plus pour découper des têtes d'animaux. J'ai pas dit que c'était mieux, hein. Bref, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur ces 6 et en vrai 7 armes indiennes que je trouve un petit peu bizarres dans leur aspect. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit commentaire et à la liker, voilà, c'est le meilleur soutien et le plus simple que vous pouvez faire pour la chaîne. Je remercie infiniment World of Warship d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'oubliez pas que vous trouverez le lien en description si vous voulez essayer le jeu gratuitement. En tout cas, portez-vous bien, et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.